Ina, podcast. C'était la conférence de rédaction. Et là, je me suis dit, ça y est, je suis arrivée là où je devais arriver. Le plus difficile, c'est ceux qui commencent à la pige, quoi. Le problème, c'est ça, c'est le temps long, c'est que ça prend du temps de faire des enquêtes. Le socle commun au journalisme, c'est l'honnêteté par rapport aux faits. Ma démarche, c'est de vouloir jeter des ponts entre les gens. Le prix du journalisme, récit de femmes reporters. Un podcast de Florence Daucher, produit par Visible Média et l'INA. Dans ce podcast, nous passons derrière le rideau pour expliquer comment et dans quelles conditions les journalistes travaillent et comment la technologie les accompagne ou les contraint. Quand je suis sur place, j'ai l'impression d'avoir sur mes épaules tous mes lecteurs. Voilà, ils sont là. Moi, j'ai vu des choses incroyables. Je me dois de les toucher. Je suis leurs yeux, je suis leurs oreilles. Il faut que je trouve les mots pour attirer l'attention, pour toucher les gens, pour les faire vibrer et que plus jamais ils soient indifférents à ce sujet. Dans la voix de notre invité, vous entendrez un sourire qui aurait pu se ternir à côtoyer de si près les atrocités que s'impose l'humanité. Mais non, au contraire, il s'affirme toujours plus, comme s'il se nourrissait de l'engagement de tous les combattants pour le beau, pour la vie, rencontrés au fil de ses années de journalisme. Depuis son entrée au Monde en 1981, elle a interviewé les plus illustres, Simone Veil, Gisèle Halimi, Mikhail Gorbatchev, Jimmy Carter, John Baez, Viola Davis, Lady Diana, et oui, émissions de télé, livres, théâtre, romans graphiques, sa vie ne connaît aucun temps mort. Prix Albert Londres en 1996 pour les mémoires de la Shoah, Annick Cogent nous fait le plaisir d'être parmi nous. Bienvenue Annick Cogent, merci de nous rejoindre. Merci Florence. Très heureuse de t'accueillir, très heureuse que tu partages avec nous quelques moments de ta vie de journaliste. Je ne serais pas arrivée là si est un rendez-vous attendu du quotidien Le Monde. Cette phrase est la clé d'entrée pour découvrir une personnalité. Je vais donc te poser cette question, mais aussi y répondre. C'est la singularité ici. Tu ne serais pas arrivée là si tu n'avais pas grandi dans une famille où l'on chante beaucoup. Oui, c'est vrai. En tout cas, ma mère chantait énormément, était très joyeuse. Et c'est vrai que je ne serais pas arrivée là si cette maman si joyeuse, si ouverte et si tendre n'avait pas ouvert tous les horizons. Et me montrait toujours que, certes, on habitait un tout petit village au fin fond du Finistère, et bien le monde m'était ouvert. Il fallait être gentil. Alors elle nous embêtait toujours avec cette phrase. On disait, maman, t'as déjà dit ça 107 fois. Mais enfin, il fallait être gentil, il fallait bien travailler, voilà. Dans cette gaieté, une ado de Bretagne va découvrir une photo. Il s'agit de la photo iconique de la petite fille brûlée au napalm au Vietnam. C'est une photo prise en 1972 et tu vas la capter. C'est-à-dire, jeune fille, tu vas t'intéresser, tu vas porter ton regard sur cette photo. Pourquoi ? Que se passe-t-il ? Je sais pas, c'est une photo extraordinaire quand on y pense, enfin quand on la voit. On peut pas ne pas être hypnotisé par cette photo. Et je me dis sans arrêt, qu'est-ce qui se passe ? Elle crie. Pourquoi elle est toute nue ? Les autres sont habillés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'elle a vécu après cette photo ? Est-ce qu'elle a mon âge ? Évidemment, quand j'avais 12 ans, 15 ans, etc. Et c'est vrai que ça a été le point de départ d'une quête. J'ai toujours pensé à cette photo. J'ai toujours pensé à cette petite fille. Et quand, effectivement, devenue journaliste ou même grand reporter, il m'a été possible de proposer des sujets complètement décalés et pas forcément liés à l'actualité, j'ai pris le prétexte d'une série d'été qui s'appelait Retour sur Image pour présenter d'abord cette photo et aller à la recherche, non pas du photographe comme on le fait souvent dans les séries, mais justement des personnes sur la photo, des personnes qui m'avaient tellement marqué et qui faisaient au fond partie de ma famille et que j'aurais pu mettre dans un album de famille commun, l'album d'une génération. Donc j'ai recherché cette petite fille sans savoir au départ si elle était vivante. Et vous savez, rechercher cette petite fille ou rechercher un personnage à l'heure où il n'y avait pas Google, on oublie comment c'était. Mais c'était sacrément compliqué. Ça voulait dire aller dans des bibliothèques, ça voulait dire appeler, téléphoner à des journaux, faire des démarches, envoyer des fax, etc., etc. Je l'ai retrouvée, je suis allée un jour la voir à Toronto, dans la banlieue chinoise de Toronto, après une série d'épisodes absolument romanesques et invraisemblables. Elle avait tenté de refaire sa vie et on a toujours gardé
gardé un petit lien. Elle s'appelle Kim Phuc. Elle a toujours mal au dos, le dos gondolé par ses brûlures qui ont failli la tuer, bien sûr. Elle a eu, je ne sais, une cinquantaine peut-être maintenant d'opérations. Elle continue à en avoir, mais elle va bien. Dans ce podcast, on essaie de comprendre aussi où se niche la racine de cet engagement, de cette envie de journalisme. Toi, en 81, tu rejoins Le Monde. Comment fait-on lorsqu'on n'a pas de connexion avec ce métier, lorsqu'on vient de Bretagne, pour collaborer avec le journal le plus prestigieux de ce moment ? Oui, enfin, au départ, je pensais sans doute faire de l'audiovisuel. J'avais très peur. L'écriture m'intimide. Je savais que j'étais bonne en rédaction, bien sûr, mais je me faisais du journalisme écrit, en tout cas, une espèce d'exigence, quelque chose, une sorte de graal, en tout cas, de quelque chose de très compliqué, surtout quand il faut écrire vite, sous la pression, et pour le lendemain matin ou pour la soirée, me semblait assez paralysant. Et puis, quand même, Le Monde m'impressionnait. J'étais abonnée au Monde depuis mes premières années d'études. J'ai commencé par faire du droit, puis après les sciences politiques. Et là encore, je ne savais pas comment faire pour être journaliste. J'étais allée dans un centre de documentation scolaire dans mon lycée et c'était marqué journalisme boucher. Bon, alors j'ai essayé de savoir ce qu'avait fait Yvan Levaille, Anne Sinclair et puis après Christine Ockrent. Bon, en gros, ils avaient fait du droit et Sciences Po. Donc c'est devenu un peu comme ça mon envie, en tout cas. Oui, ma référence, évidemment. Et puis donc, en sortant de Sciences Po, d'abord j'ai fait un tour du monde. C'était pas très long, c'était 3 mois, mais malgré tout, j'ai fait le tour de la planète. Ça, j'y tenais beaucoup et du coup, tout était ouvert et tout me semblait facile après ça. Et puis, j'ai postulé pour faire un stage. On m'a proposé un stage, j'ai fait un stage à Europe 1, puis un stage au Monde et on m'a proposé ça en mai 81, juste quand il y avait les élections. Invraisemblable. C'était génial. Ah, oui. Donc, j'étais très intimidée par eux tous et puis... toujours paralysée par l'idée de ce grand journal en gothique dont l'ombre était si imposante. Et j'ai trouvé les gens bien, tellement sérieux. Alors, et qui te dit oui ? Alors, c'était Claude Durieux, qui était le monsieur qui s'occupait de la presse écrite et qui accueillait les stagiaires, qui était très élégant, avec des yeux très, très clairs, très vieux. J'avais l'impression qu'il était très vieux. En fait, il devait être plus jeune que je ne suis actuellement. Donc, c'est terrible. Mais enfin, il me faisait un peu rougir. Et puis, très vite, j'ai travaillé le soir du 10 mai. Je ne suis pas allée ni manifester, ni aller dans les rues de Paris. J'étais au contraire au siège rue des Italiens. Et j'étais la petite assistante d'Alain Rolla. Donc, je prenais en note au téléphone les résultats de chaque village, de plusieurs départements. Et puis, je les voyais travailler. Ils étaient tous impressionnants. Ils avaient tous la cravate. C'était essentiellement des hommes. Ils fumaient beaucoup. Ils croulaient sous des piles de dossiers dans ce bâtiment qui était à la fois magnifique, mais qui était tellement poussiéreux que la nuit, parce que Dieu sait si j'y ai passé des nuits blanches à écrire, on entendait les souris dans le faux plafond qui trottinaient. Moi qui ai toujours eu un peu peur des souris. Puis évidemment, je croisais dans l'ascenseur tous les matins, entre 7h et 7h30, Hubert Boeuf-Méry, donc choisi par De Gaulle, et qui avait une stature aussi à la De Gaulle, vraiment, et qui là venait tout juste d'être en retraite, mais il venait tous les matins au journal. Je disais bonjour monsieur, je me collais contre cet ascenseur qui sans était lui respirer. Aussi, sans respirer, surtout de ne pas le déranger. Et puis un jour, il m'a dit « Je vous lis, vous savez ». Alors c'était absolument merveilleux et c'était terrifiant. J'avais l'impression qu'effectivement chaque article était décortiqué par mes pères, mais surtout mes grands-pères, puisqu'ils avaient tous l'air aussi si âgés, me semblait-il. En tout cas, si sérieux. Voilà, c'est ça qui m'a plu au Monde. Petit à petit, mon stage a été prolongé. Quand on t'annonce qu'on va te garder, est-ce que ça se passe sous un statut de pigiste ? C'était Est-ce que très tu es bizarre. en CDI tout de suite ? Mais très vite, c'était des stages normalement d'1 mois. Et puis après, en fait, ce mois-là, on faisait tourner, évidemment pas rémunéré, et on faisait tourner les stagiaires de service en service. Et j'arrive en 3e semaine au service culturel. Ce qui est pas mal, on ne le fait plus aujourd'hui. Oui, c'est bien. Plutôt bien. Et puis on regarde comment ça se passe, etc. On note les gens. Et puis moi, je lisais le journal, donc je savais, je connaissais leur signature à tous, vraiment. Et puis j'arrive en 3e semaine au service culturel. Et là, au service culturel, il y avait l'audiovisuel. Ça couvrait, il n'y avait pas encore de grands services médias, comme il y a maintenant, effectivement, dans tous les journaux. Et là, je voyais qu'on s'intéressait aux radios libres. Et là, c'était ma passion. Je suis de la génération des radios libres. Moi, je les écoutais la nuit, je leur téléphonais, je passais des nuits blanches à les écouter. Et donc, très vite, on s'est aperçu que la petite stagiaire, là, elle connaissait vachement bien. Et que cette génération, j'étais de la génération de ceux qui les faisaient. Donc, très vite, j'avais les contacts, etc. Et j'ai écrit un premier article, un deuxième, un troisième, un quatrième. On en réclamait davantage. On a prolongé mon stage de 15 jours, puis de 15 jours, puis de 15 jours. Et là, ça nous arrive à fin juillet. Et là, je suis obligée d'aller voir la chef du service culturel, Yvonne Baby, très impressionnante.
impressionnante réellement, tellement cultivée, tellement chiquissime, vraiment, intellectuelle, un peu snob, et qui m'aimait bien, semble-t-il, mais elle m'impressionnait énormément avec son parfum Mitsuko qu'on sentait dans les couloirs. D'ailleurs, j'avais acheté le même et je me disais, tout le monde, ça vous rend adorable. Ça n'a pas fait le même effet sur moi que sur elle. En tout cas, je vais la voir le dernier jour pour lui dire au revoir Yvonne, merci de votre accueil, mais je repars. Et là, elle me prend un peu de haut, elle me dit comment ça, vous n'êtes pas bien ici? Alors je dis si, bien sûr, mais enfin, il n'a jamais été question que je reste et je viens enfin d'avoir un stage à France 3, Bretagne. Et je lui dis j'ai beaucoup de chance parce que je ferai de la télévision le soir et le matin, je serai sur Radio Armorique. Alors là, j'étais au sein du sein, j'étais au journal Le Monde, dans ce prestigieux service culturel, et je quittais Le Monde pour Radio Armorique. Elle n'en est pas revenue, et j'ai vu ses yeux horrifiés, et elle me dit, écoutez, c'est votre choix. Et je ne comprenais pas, j'osais pas lui dire, et c'est une secrétaire en partant qui m'a dit, mais tu te rends pas compte, elle faisait des appels de pied énormes, en fait tu aurais pu rester, tu aurais pu dire quelque chose. J'ai pas pensé, en plus j'étais contente de faire ce nouveau stage, mais je pensais que mon temps au monde était terminé. Et j'étais partie pour 2 mois en Bretagne, et là, son adjoint m'a appelé en disant, écoute, tu fais comme tu veux, mais à ta place, franchement, je serai le 1er septembre au Monde. Et donc, j'ai abrégé mon stage à FR3 et à Radio Armorique. J'ai couru au Monde, j'ai été le 1er septembre et j'ai été embauchée le 15 octobre. Aussi simplement que ça. Et en fait, je suis restée la plus jeune dans le journal pendant très longtemps parce qu'après ça, le coup près est tombé. On n'a plus embauché de jeunes pendant très longtemps au Monde. Ou bien alors, on débauchait des gens. On prenait le spécialiste Moyen-Orient du Figaro, le spécialiste Chine de l'AFP. On prenait absolument pas des jeunes débutants. Étais-tu encadrée en tant que jeune journaliste? Il y avait des conseils ou plutôt, ça a toujours été assez rude le Monde. On ne prend pas le temps vraiment avec les gens. Mais il y avait une relecture qui était implacable et qui était d'une rigueur absolue. Je vois encore Yvonne Baby, justement, j'étais debout et elle était assise à son bureau. Elle relisait donc un manuscrit, enfin le mien en l'occurrence, un papier. Elle avait son stylo Montblanc et elle pointait du doigt une petite chose qui était un adjectif ou quelque chose qui était superflu. Et elle me regardait, donc j'étais plus haut, et elle me dit, voyons Annick, vous trouvez que c'est élégant? Donc il y avait des tas de choses qui étaient vulgaires, trop populaires, etc. Donc une exigence très forte. Une espèce d'élitisme aussi d'ailleurs. Plus personne, ça ferait maintenant tous les jeunes journalistes au monde trouveraient ça, mais d'une absurdité sans nom. Mais en tout cas, ça obligeait à faire attention à chaque mot, à peser chaque expression, à ne jamais aller vers la facilité. Et je me rappelle, j'écrivais sur les radios et j'étais la seule à écrire vraiment sur ce créneau d'une certaine façon. Donc je descendais 4 à 4 les escaliers pour aller à la rédaction en chef, donner mon article au dernier moment. Et je vois encore Monsieur Herman, un des rédacteurs en chef aussi. J'avais l'impression qu'il avait 100 ans. Peut-être en avait-il 60, c'est terrible. Mais enfin bref, Monsieur Herman qui avait pas beaucoup de cheveux, qui était tout rabougri, et puis qui me regarde en disant « Vous êtes sûre, Annick ?» Je disais « Oui, bien sûr, Monsieur Herman. » Il me disait « Vous êtes certaine ?» Je lui dis « Oui, vous avez vérifié. » Et là, je me disais, oui, enfin, j'ai vérifié, j'ai appelé quelqu'un, oui, je crois, enfin, il me dit, vous avez plusieurs sources. Et là, j'avais des sueurs froides. Tout d'un coup, je me disais, j'avais 2 sources, mais c'est vrai, j'aurais peut-être pu en avoir 3, j'aurais peut-être pu en avoir 4. Enfin, c'était très grave. J'étais au niveau de la rédaction en chef, j'étais le journal Le Monde en gothique. Est-ce que j'avais suffisamment vérifié, pris des précautions, etc. Ça allait être écrit, imprimé. 2 heures plus tard, les rotatives allaient se mettre à tourner dans une demi-heure. Donc, il fallait que je sois sûre. Et 1 ou 2 fois, je suis remontée en disant, attendez, Monsieur Herman, je vais passer encore un autre coup de fil. Donc, c'était vraiment la rigueur, la discipline. Il fallait venir très tôt au journal, donc il y avait cette impression de moines soldats. Nous étions une équipe presque de guerriers et il fallait que ce soit parfait. À quelle heure au journal, Annick? À ce moment-là, c'était 7 heures. Je suis pas du matin, je suis du soir. De la nuit donc aussi, on va le comprendre. Oui, vraiment. Donc cette discipline donnait une espèce d'exigence et l'impression que nous étions une espèce de... Faut pas exagérer parce que les gens n'étaient pas prétentieux, mais il y avait malgré tout une sorte d'élitisme. Oui. Et puis aussi une forme de rigueur personnelle, c'est-à-dire et puis des journées qui sont totalement consacrées au travail. Dans la mesure où on arrive à 7 heures, ça veut dire qu'on gère aussi sa soirée en conséquence. Mais forcément, parce que c'est ça qui était terrible. Comme nous
nous étions un journal du soir, ce qui est vraiment, d'une certaine façon, assez On désuet. peut rappeler l'heure? Oui, il tombait à partir de 14h à peu près. Encore qu'il y avait 2 éditions. Il y avait peut-être même, j'exagère quand je dis 14h, il y avait peut-être 13h30 et il y avait 15h30. Donc il y avait 2 éditions. Dans les Quelquefois, on rédactions, loupait il un arrivait truc. à 15h. Oui, c'est ça. Voilà, il y avait des motards qui partaient vers l'Élysée, vers les différents ministères, les autres médias, etc. J'entendais vrombir les motos. Ils se disaient, waouh, ce qu'on avait fait le matin partait immédiatement et allait être lu par tel ministre, tel chef d'entreprise, telle école également. Donc il fallait que on puisse avoir des informations justifiées d'arriver plus tard que les autres journaux, donc boucler plus tard que les autres journaux. Donc mes confrères du Figaro se mettaient à écrire leur article vers 17h. Ceux du Figaro, 17h, 19h éventuellement, leur bouclage était très tôt. Ils avaient leur soirée, ils rentraient chez eux, c'était bouclé. Moi, j'essayais de rester beaucoup plus tard au journal pour avoir des choses qu'ils n'auraient pas. Donc j'ai appelé les directeurs de cabinet, etc. vers 20h, quand ils étaient peinards dans leur bureau et à regarder par exemple le journal de 20h de leur ministère. Là, je les avais au téléphone, j'avais les informations que je pouvais écrire. Et donc régulièrement, je finissais mes articles vers minuit. Je les dictais, il y avait à ce moment-là des dactylos qui prenaient les articles jusqu'à minuit 30. Et à ce moment-là, je pouvais dormir. Ou bien alors, elle me disait, ah ben non, elle dit que c'est trop tard, rappelez vers 6h le matin. À nouveau, elles étaient là. Donc ça faisait des nuits très très courtes. Je pense que pendant 10 ans, j'ai dormi 4-5 heures. Il y avait un service qui était la typo, n'est-ce pas? Ah ben oui, On peut très raconter important ce les que c'était typos. C'était fou parce que dans cet immeuble de la rue des Italiens, il y avait un sous-sol qu'on ne voyait pas évidemment en arrivant. C'était comme descendre dans un sous-marin. Et là, il y avait l'usine dans les sous-sols. Et j'allais voir les typos quelquefois pour changer un petit truc. Il n'y avait pas On le peut droit expliquer ce que normalement. c'était les typos? Les typographes, c'était ceux qui tapaient, qui mettaient en page le journal. Donc, ils tapaient directement chaque article, chaque lettre. Et puis ensuite, les articles étaient sortis sur des grandes... Mais je crois que le Des procédé n'avait presses, pas changé ouais. depuis Des Gutenberg, presses. enfin quasiment. Donc, c'était des immenses plaques sur lesquelles, effectivement, toutes les lettres, les articles étaient mis Ce par qui était bloc. intéressant de dire, c'est que c'était lettre après lettre. C'était lettre après lettre. Je me rappelle de descendre quelquefois les escaliers de colimaçon, d'aller dans les sous-sols, de dire « Oh, excuse-moi !» J'avais pas le droit, normalement, d'aller au-dessus du rédacteur en chef, mais pour dire « Je voudrais mettre un conditionnel. J'ai mis un présent, mais il vaudrait mieux mettre le conditionnel. » Et parce que le monde sortait l'après-midi, quelquefois on jouait entre l'imparfait et le conditionnel. Donc j'allais changer 3 lettres. Et donc je le voyais comme avec une petite pince à épiler. L'ouvrier typographe, avec une petite pince à épiler, il prenait une lettre pour inverser, pour faire d'un devait un devrait, par exemple. Et il le faisait pour moi. Et ensuite, alors, on mettait de l'encre sur les grandes plaques. On mettait ce qu'on appelait une feuille blanche. On tapait avec une espèce de paillasse. Enfin, je sais même pas, j'ai même plus les termes techniques. Ça devenait donc la morasse. Et on relisait les morasses au tout dernier moment avant que ça ne passe à l'usine. Enfin, et comment est-ce qu'on peut dire? J'allais dire un rouleau compresseur, c'est même pas les ça. presses. Les presses. Et le monde sortait tout chaud 3/4 d'heure après. Tu expliques que tous les métiers étaient regroupés dans le même bâtiment. Ah oui, eh oui, on se côtoyait, on se tutoyait, on était copains. Quand j'étais la plus jeune, évidemment, on me chambrait, etc. Mais il y avait quelque chose de très fraternel, réellement. Et de ce fait, on avait du respect pour tous les métiers parce qu'on savait à quel point ils étaient essentiels tous dans la chaîne de fabrication. Ah oui, un grand respect mutuel, réellement. Donc et puis, il y avait cette espèce de camaraderie on concourt tous à quelque chose qui va sortir tout chaud tout à l'heure et qui va peut-être faire évoluer les regards et peut-être les décisions importantes. Et d'éteindre un peu sur les mains. Ah bah oui, ça, on avait les mains noires. Après le service média, tu vas évoluer et passer au reportage. Voilà, on va me proposer d'être grand reporter. On te le propose? En fait, c'était très curieux parce que il y avait eu un changement à la tête du service média. J'étais adjointe et puis là, on va me proposer de devenir chef directement. Or, c'est à ce moment-là que Pierre-Georges me contacte pour me dire, écoute, il y a le pool des reporters, ce serait peut-être bien. Et puis, enfin bon, il tourne un petit peu en me disant, peut-être, je me suis dit, je te lis. Enfin bon, surtout pas faire de compliments, mais surtout commencer à tester. Enfin, il écrivait divinement, Pierre-Georges, avec une grâce, une élégance, évidemment. Une subtilité, etc. Mais lui-même, Il était en dernière page, Pierre-Georges, oui, non? oui, il faisait un petit billet qui était tellement bien écrit et à ma grande stupéfaction.
passion et admiration, il écrivait son billet rapidement. Tu deviens un reporter ou grand reporter? Reporter au départ, Reporter. je sais pas, ça va prendre 2 ans pour tout d'un coup que je vois écrit sur ma feuille de salaire grand reporter. Et c'est toujours on est C'est content, ça prestigieux. change pas grand chose en fait, mais tout d'un coup il y a quelque chose de, j'ai rêvé de ça quand j'étais petite, quoi. C'est écrit grand reporter, donc je fais partie de cette espèce de club des grands reporters, et en même temps, franchement, c'est le même boulot que le reporter, il n'y a pas de vraie distinction, mais La rémunération est-elle à la hauteur du prestige? non, non, pas du tout. Comme j'étais arrivée la plus jeune du journal, le salaire de base, j'ai même pas regardé comment j'étais payée. C'était le cadet de mes soucis. J'étais tellement contente d'être intégrée. Donc effectivement, c'était un salaire au ras des pâquerettes qui devait pas être très loin du SMIC. Est-ce que le métier de journaliste ne serait pas un métier de privilégié, c'est-à-dire de personnes qui peuvent ne pas regarder le salaire? C'est une très bonne question. Je pense que c'est vrai qu'on avait tous fait des études qui se ressemblaient finalement, et venant de familles qui avaient plutôt favorisé ça, en tout cas, pour lesquelles ça n'avait pas été trop galère. Et en même temps, on restait des jeunes gens indépendants de nos familles. Enfin, la mienne ne roulait pas sur l'or, c'était petite bourgeoisie de province, mais enfin, donc je me sentais à égalité avec la plupart de tous mes autres camarades, et donc fallait vivre un peu chichement quand même, mais enfin, ce métier nous permet des choses que de rouler au-dessus de nos moyens, je vais dire, parce qu'on voyage, donc on n'a pas à payer ces voyages que j'aurais rêvé de faire si je faisais sans doute un autre métier, etc. Donc ça me convenait totalement, mais c'est vrai que fallait faire avec très peu d'argent, c'est un fait. Et donc, on ne s'autorisait pas à négocier son salaire, c'est-à-dire qu'on prenait ce qu'on nous donnait. Ah, j'ai jamais imaginé aller le négocier. Et j'ai demandé une augmentation de salaire pour la première fois cette année, après 45 ans de bons et loyaux services. C'est idiot. Tous les garçons que je connais avaient évidemment négocié leur salaire. Donc je rentre dans un cliché dont j'ai très honte. Les filles n'osent pas, croient que ça vaut pas le coup, ne veulent pas s'abaisser à ça. Et c'est totalement idiot. Des jeunes femmes maintenant, et mes jeunes consoeurs, je leur dis de se battre et d'exiger ce que je n'ai jamais osé exiger pour moi-même. Sont-elles entendues? Je pense que davantage maintenant, oui. Elles y vont avec beaucoup plus d'aplomb, de culot, et puis elles trouvent qu'elles le valent bien. On savait à l'époque à peu près combien gagnaient les autres. Maintenant, c'est un grand mystère. Donc, C'est mieux? Non, absolument pas. On parle beaucoup de la transparence des salaires. Non, bien sûr qu'il n'y en a pas. Et donc, on ne sait pas trop. Est-ce que les autres, est-ce que je suis légitime à demander? Est-ce que, les 4 garçons là qui sont à côté de moi, est-ce qu'ils gagnent plus que moi? En fait, je sais que oui, mais en même temps, j'en ai pas la preuve. Donc, bon, voilà, j'ai jamais osé négocier de salaire, et donc les augmentations sont venues rares, elles sont toutes petites en général. C'est assez compliqué, cette histoire. Est-ce la raison pour laquelle les journalistes aussi se tournent vers le livre, pour un complément de rémunération? Si on leur propose, y vont-ils aussi pour résoudre un problème financier, ou en tout cas avoir plus de confort financier? Je crois pas, parce que les livres, c'est énormément de boulot, et quand même, sauf exception, j'ai eu la chance de faire 2 ou 3 best-sellers, entre guillemets. Oui, là, ça rapporte un peu d'argent, bien sûr, mais sinon, pas du tout. Ça coûte tellement de temps, c'est un tel investissement, le livre, c'est une telle, on dirait charge mentale maintenant, mais une vraie préoccupation. On y met ses tripes, on y met son cœur, sa signature, ça va rester, etc. Et puis, dans un quotidien, franchement, on n'a pas le temps. Combien de fois on m'a proposé des livres lorsque j'avais fait une enquête qui était un petit peu remarquable, et j'avais pas le temps, je passais à autre chose. Et puis, mon devoir de loyauté absolue, c'était Le Monde. Il est hors de question de faire quelque chose à côté. Ma priorité absolue, c'était vraiment le journal. Donc, les 2 best-sellers, tu peux les citer? J'ai eu de la chance en 2011 de faire une enquête au départ pour Le Monde qui était en Libye. Je cherchais ce qu'avaient apporté les femmes à la Révolution, et puis je savais qu'il y avait eu beaucoup de viols, et un peu naïvement au départ, je cherchais des femmes qui accepteraient de témoigner là-dessus. Je me suis rendu compte très vite que c'était un tabou absolu et que personne ne voulait m'en parler, évidemment. Et puis le hasard m'a permis de rencontrer une jeune femme qui avait été violée. Je pensais au départ donc écrire un article sur l'article impossible à faire, l'enquête impossible, réellement, qui était comme une sorte d'aveu d'échec. Et cette jeune fille me dit qu'elle a été violée, non seulement a été violée pendant la Révolution, mais également avant,
et par Kadhafi lui-même. Et là, j'en trouve une porte sur une réalité absolument effroyable dont je n'avais absolument pas idée au départ, qui sont les sortes de harems, enfin les esclaves sexuels de Kadhafi, ces filles qu'on décrivait comme presque des féministes, puisque j'ai vu C'était presque aussi moderne d'ailleurs, Oui. quand on voyait les images, Oui. et en fait c'était totalement le seul tronqué. chef d'État qui confiait la protection de son corps à une troupe d'élite de femmes. Et en Il fait les c'était une choisissait, réserve de C'était une femmes. réserve, il puisait dans la réserve. Elles étaient surtout choisies pour leur qualité physique et il avait effectivement ce que moi j'ai appelé harem, qui n'en était pas moins une ressource incroyable sur laquelle il puisait et qui était une abomination totale et sur laquelle combien de chefs d'État, de diplomates, etc. ont fermé les yeux pensant que c'était pas un sujet, que c'était après tout totalement anecdotique et j'en ai fait un vrai sujet. Le deuxième best-seller. Alors, donc ça, c'était Les Proies, le premier, et le deuxième, c'est sans doute avec Gisèle Halimi, qui est devenu un petit manuel maintenant. Ça s'appelle Une farouche liberté. C'est devenu aussi un roman graphique, mais c'est vrai que en signant, en faisant parfois des signatures dans des salons du livre, je m'aperçois qu'il est étudié à l'école, en troisième, en classe de seconde, dans plusieurs académies scolaires. Et pour quelqu'un qui a été un personnage assez sulfureux pendant très longtemps, avant de devenir presque iconique maintenant, moderne et récupéré par tous les féministes, tant mieux d'ailleurs, au moins elle les met d'accord sur un certain nombre de choses, c'est Gisèle Halimi. Et donc j'ai eu cette chance de faire ce petit livre avec elle et il est devenu effectivement très, très répandu. Pour comprendre le fonctionnement au monde, lorsque vous écrivez des livres, les journalistes, et vous êtes très nombreux à le faire, vous vous mettez en disponibilité, vous écrivez le soir sur vos heures à vous. Comment s'organise Ça dépend. cette écriture? Plusieurs de mes livres, en fait, ont été des recueils de mes articles. J'ai fait un tout premier qui était La folle histoire des radios libres. Et là, pour le coup, je le faisais, j'ai pris un congé sans solde et je travaillais le soir, évidemment. Et puis après, ça a été plusieurs recueils de mes articles. Et donc, Le Monde y est associé à 50%, ce qui est normal, d'ailleurs, j'en suis ravie. Et ça fait revivre des articles, ça leur donne une autre dimension. Et c'est vrai qu'on travaille sur des quotidiens. C'est François Giroud qui disait, c'est une poignée d'eau, les articles. Et là, tout d'un coup, ils sont réunis, ils sont reliés par un petit fil. Et donc, ça, c'est très plaisant. Et puis sinon, oui, ça peut arriver qu'on prenne un congé sans solde. Ça m'est arrivé pour Les Proies, parce que là, pour le coup, c'était mon propre livre. J'ai décidé de retourner toute seule en Libye pour écrire ce livre sur les esclaves de Kadhafi. Et c'était un peu un risque parce que je ne savais pas ce que j'allais y trouver. C'était un peu dangereux. J'étais obligée de me cacher, etc. Et oui, là, je l'ai fait vraiment hors du monde, d'une certaine façon. Au fil des ans, tu rencontreras à plusieurs reprises Simone Veil, tu l'accompagnes à Auschwitz. En 1995, tu publies une série de 5 reportages intitulés Les Mémoires de la Shoah, série pour laquelle tu recevras le prix Albert Londres. Oui. En 2025, les éditions Dupuis adaptent ce qui, entre-temps, est devenu un livre et publient un roman graphique du même nom à l'occasion des 80 ans de la libération du camp d'extermination d'Auschwitz. Oui. De ce que je comprends, l'humain, ses plaies, sa transcendance deviennent, d'une certaine manière, ta matière principale. On ne prend pas toujours le temps de réfléchir sur le pourquoi d'un métier, etc. Mais au fond, peut-être ce qui explique ma démarche ou ce qui la justifie, c'est de vouloir jeter des ponts entre les gens. J'ai cette chance formidable de rencontrer énormément de gens qui vivent des choses difficiles à raconter. Et je voudrais que ce que vivent ces personnes, en tout cas, soit compris, émeuve, touche et les relie à mes lecteurs, en tout cas. Que plus jamais mes lecteurs puissent être indifférents à ceux sur qui j'ai écrit. Écrivait-on de la même manière au moment où tu as débuté ? Il me semble que la presse, il y a bien longtemps, rendait compte des situations et moins de l'humain. Moi, j'ai rêvé de ce métier en lisant Jean-Claude Guibaud. Je me disais, je pourrais jamais écrire aussi bien que lui, c'est pas possible. Et il tendait la main vers d'autres hommes ou femmes d'ailleurs. C'était un peu plus masculin sans doute. Et puis c'est vrai, là, si je dis c'était un peu plus masculin, je pense qu'on peut-être maintenant, et c'est un vrai changement, on regarde, en tout cas moi j'ai toujours essayé de le faire, du côté des femmes. C'est-à-dire que beaucoup de gens, j'ai lu quelquefois de grands articles ou des livres sur la guerre du Vietnam, par exemple. C'était vraiment la génération au-dessus de moi. Et des livres qui étaient considérés comme les bibles de journalisme. Pas une seule femme n'était citée.
Et c'était qu'ils n'y pensaient même pas. C'est-à-dire qu'on allait voir les ministres, les gouvernants, qui étaient forcément des hommes, on allait voir les généraux, on allait voir les soldats, ceux qui faisaient la guerre. On n'allait pas voir les victimes, on n'allait pas voir les femmes. On pensait même pas que ces héros ou ces généraux avaient des femmes, des filles, des sœurs, etc., qui étaient peut-être engagées. Ils n'y pensaient même pas. J'ai une de mes amies qui était allée en Afghanistan, par exemple, et qui était tellement contente, jeune femme, journaliste, grand reporter, d'être envoyée en Afghanistan et d'être acceptée dans ce pool des grands reporters, qu'elle me dit, j'ai pas osé faire un truc sur les femmes afghanes, ce qui est pourtant un grand sujet. Quelle année, pardon, je t'interromps. Je sais pas, là on parle des années 90, je pense, à peu près. 90, même 2000. Donc, il y a 25 ans, à peu près. Et elle me dit, j'osais pas leur dire, parce que si j'avais ramené un papier femme, je suis sûre que mes confrères auraient dit, évidemment, une femme, elle va nous parler des femmes. Alors que c'est un vrai grand sujet, et que c'est pas une petite niche, les femmes. C'est juste une personne sur deux, et que ça explique plein de choses d'une société, de ses vibrations, de ce qu'elle est, de son âme, etc. Et il se trouve qu'en plus, s'ils avaient voulu, nos confrères masculins en allant en Afghanistan, ils auraient eu très peu accès à l'univers des femmes. Mais de toute façon, ils n'y pensaient pas, ça n'était pas un sujet. Et quand je suis allée en Libye, précisément, mon sujet, ça a été, c'est aussi pour ça qu'on m'a laissé y aller, parce qu'il y avait plusieurs mecs qui étaient déjà sur le terrain, et c'est parce que j'ai dit, je vais chercher ce que font les femmes. Alors, un sujet femme, c'était pas important. Il se trouve que c'est devenu un grand sujet. Pour autant, la rédaction te laissait faire. Oui. J'ai eu cette chance. Ça, c'est aussi la nouveauté. Mais franchement, il a fallu batailler. Je suis pas là pour rendre hommage à mon journal, mais quand même, je le fais parce que j'ai toujours eu une liberté extraordinaire. Et quand une fois sur le terrain, je décidais que oui, moi, parler avec les femmes était terriblement important. Je jugeais que c'était important. C'était moi qui étais sur place. Et j'écrivais ce que je voulais. On m'a jamais rien retiré et on n'a jamais rigolé. Peut-être le faisait-il sous cap, mais en tout cas, il y avait quand même un grand respect pour celles qui avaient vu, qui étaient allées sur le terrain, qui avaient quelquefois pris des risques, etc., et qui rapportaient quelque chose qui souvent les touchait. En 97, tu vas interviewer une femme très singulière. On apprendra le 31 août 97 la mort de Lady Diana. Or, tu viens de l'interviewer. Tu es la dernière même à l'avoir interviewée. En quoi était-ce un sujet pour le monde, Lady Di ? Beaucoup pensaient que c'était certainement pas un sujet pour le monde. Lorsque je suis allée à la documentation, qui est supposée l'une des meilleures de la place de Paris, il n'y avait rien sur Lady Di. Il n'y avait même pas la moindre photo, ni la moindre brève. Je pense qu'on avait simplement signalé son mariage. Point final. Il se trouve qu'elle m'intéressait parce que d'abord c'était ma série d'été, je faisais ce que je voulais. Alors c'est vrai que c'était une série assez prestigieuse. Je voulais faire une sorte d'album commun et que je prenais des grandes photos qui nous avaient tous marqués. Je commençais bien sûr par ma petite Kim Phuc, la petite vietnamienne brûlée par le napalm. Je voulais aller voir l'homme sur la lune parce que j'ai toujours rêvé de le rencontrer depuis que je l'ai vu quand j'avais 7 ans. Et puis je voulais voir Gorbatchev parce qu'il m'a toujours impressionné. Lech Walesa, qui était quand même le héros de la révolution polonaise, évidemment. Arafat, parce qu'il y avait cette photo iconique, on le voit, Clinton qui met ses bras autour d'Arafat et Rabin. Bon bref, il y avait plusieurs photos tout à fait iconiques. Et je m'étais dit, quand même, ce serait formidable d'avoir Diana. Quand j'en ai parlé à mon chef, Pierre-Georges, il a rigolé en disant, t'es pas sérieuse. Enfin, Annick, t'as un casting extraordinaire. Qu'est-ce que tu vas gâcher ça avec une potiche, en gros, voilà. Sois belle et tais-toi. Et je lui dis, elle m'intéresse, Pierre. Elle m'intéresse, elle me touche, je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose je crois, de sincère. Elle est vulnérable. Et en même temps, là, je crois qu'elle a rué dans les brancards. Elle vient de divorcer. Je pense qu'elle a sûrement des choses à dire. Alors, tout le monde a rigolé. Et puis, il fallait surtout que je l'aie. Et j'étais absolument pas sûre. Et moi, j'ai envoyé ma petite lettre. Je faisais une longue lettre. J'ai toujours tendance à faire des trop longues lettres. Bon, enfin, là, sans doute, j'ai eu raison. Le jour même où elle a reçu la lettre, elle m'a appelée. J'étais à ce moment-là à Gdansk, puisque je venais d'interviewer Walesa. Et là, j'ai eu Kensington Palace qui me disait « The princess is delighted. Annick, when do you want to come ?» Et ça a été l'une des interviews les plus faciles à obtenir de toute ma vie. Et c'est vrai que ça m'a entraînée dans un tourbillon qui a été totalement fou. J'étais à Washington lorsqu'elle est parue. J'ai été réveillée dans la nuit par la presse britannique qui a trouvé dans quel petit hôtel je logeais à Washington, je ne sais pas trop comment. Et puis j'ai eu le Mirror, le Sun, le Guardian, le Daily Telegraph. Là-dessus, on a tambouriné à ma porte et c'était la directrice de l'hôtel qui me disait « Annick, écoutez, il faut que vous me disiez ce qui se passe, votre vrai nom sans doute, parce qu'il y a 8 caméras de télévision qui vous attendent en bas. » J'étais
ahurie, j'ai dû donner une conférence de presse. Moi, journaliste, c'était insensé. Et tout le monde voulait savoir pourquoi la princesse m'avait accordé une interview, dans quelles circonstances. Est-ce que c'était parce que mon journal était anti-britannique? Est-ce que c'était parce qu'elle voulait faire de la politique? Bref, j'ai été harcelée pendant 3 jours, fou. Il y a des enquêtes sur moi auprès de mes confrères, etc. Qui est cette journaliste? Est-ce que la princesse a vraiment prononcé ce mot hopeless à propos du précédent gouvernement? Bref, elle est très tourmentée. Ça en est même au point que j'ai appelé Kensington Palace pour lui parler le vendredi après-midi. Là, on me dit Nick, on ne peut pas vous la passer, mais on vous la passera lundi, puisqu'elle revient pour ses fils. Et le samedi soir, je suis encore à Washington. Et CNN m'appelle pour me dire on veut absolument vous avoir dans nos studios pour votre réaction sur l'accident. Je comprends absolument pas de quoi il est question. Et là, je vais rentrer dans une espèce de tourbillon complètement fou. Là, je vais donner 70 interviews en une semaine. Alors, j'hésite à parler. Pourquoi Parce que je suis la dernière à avoir rencontré Diana. En tout cas, la dernière interview. Il va se révéler que c'est en fait la seule interview qu'elle a jamais donnée à la presse écrite. Question-réponse. Je vais avoir mon petit quart d'heure ou mon heure de grands doutes. Est-ce que j'ai bien écrit mon article? Est-ce que c'est pas de ma faute? Mon interview a fait un vrai scandale en Angleterre où, je crois, la presse était surtout... Elle critiquait la presse en disant « The British press is ferocious ». British press est féroce. Et donc, je pense qu'il y avait un peu de désappointement, de jalousie, certainement de la presse britannique. Et puis tout d'un coup, reversement de situation. Elle devient la princesse qu'on adore, la princesse du peuple. Enfin, il y a un chagrin mondial, d'ailleurs. Et je deviens effectivement the catch, comme ils disent en Amérique, les personnes qu'il fallait avoir sur tous les plateaux. Et là, je décide de justement, on ne déformera pas ses propos. Je vais défendre mon interview. Je resterai rigoureuse quand on dit « on est super heureux d'avoir sur nos plateaux Annick Cogent, une amie de Diana ». Et je rectifiais « Non, je l'ai rencontrée 1 heure chez elle. Je peux vous parler de ce qu'elle m'a dit pendant cette heure-là. C'est tout. » J'ai été très tourmentée. Pas une seconde, j'ai eu l'impression d'avoir fait un scoop mondial. Genre, par un instant, je me disais « le bol que j'ai eu, etc. » J'étais très malheureuse. J'étais très tourmentée de la façon dont la presse avait réagi. Et donc, j'ai vécu ça comme une période un peu cauchemardesque presque pour une journaliste. Et je me devais au moins d'être fidèle à ce qu'elle m'avait dit. Il y aura la couverture du 11 septembre, l'Afghanistan, la Libye, tu viens d'en parler, les viols commis par Kadhafi. Une situation te marque particulièrement en 2010, une situation parmi les plus dures pour toi. Je vous propose d'écouter cette archive, c'est le 20h de France 2, nous sommes le 13 janvier 2010. Il y a un tremblement de terre, et puis il y a un incendie. La secousse a duré 1 minute, une très longue minute. Sous les yeux de cette habitante, hier vers 17h, Port-au-Prince n'est plus qu'un immense rideau de poussière. La fin du monde, c'est ce que croient affronter les habitants du centre de la capitale. Des dizaines de bâtiments se sont effondrés. Les corps de centaines de blessés et de morts jonchent les rues. Le 12 janvier, ce tremblement de terre a lieu en Haïti. Je suis volontaire, je lève mon doigt d'ailleurs dans la rédaction pour dire je voudrais partir, on devrait partir. Enfin, et ça va être compliqué parce qu'il faut savoir quel avion. Faut trouver un avion. Est-ce que c'est par une organisation humanitaire? Est-ce que c'est par les pompiers de Paris, de Marseille, etc. Enfin bref, je trouve une possibilité de partir avec des pompiers. Notre avion décolle dans la nuit. On n'arrive pas à se poser en Haïti. Je crois que l'avion d'Hillary Clinton arrivait, quelque chose comme ça. Donc on doit repartir. On se pose en Guadeloupe. Là, on monte une base et des lits picots. Je savais pas ce que c'était les lits militaires picots, mais enfin bref, je suis dans une espèce de hangar pour essayer de dormir 3-4 heures. Et puis très tôt, on repart. Là, on va pouvoir se poser à Port-au-Prince. Et c'est un désastre comme je n'en ai jamais vu. Je suis angoissée et là, j'arrive dans un truc apocalyptique. Enfin, tout est écroulé. Effectivement, il y a des cadavres encore dans les rues. On ne sait pas où se poser. Très vite, je retrouve un photographe, Jean-Claude Cutos. Je suis toujours toute seule, mais là, ça va être formidable d'être avec lui parce qu'il connaît un peu l'endroit. Et puis, je vais trouver assez vite une sorte de, je sais pas si on peut dire fixeur, c'était pas tout à fait ça, mais il était là à la fois pour me protéger, une moto. Donc, j'ai un chauffeur de moto et de fait, c'était la seule possibilité de se mouvoir. Et je suis prise en sandwich entre donc mon chauffeur, je l'enlace d'une certaine façon, je m'accroche à lui. Et puis, derrière moi, il y a quelqu'un avec une arme parce qu'on me dit qu'il faut faire très attention. Et très vite, il va y avoir des pillages, etc. Un garçon qui s'appelle Chéri.
shérif, va être un peu mon ange gardien. Et on va comme ça sillonner, si on peut le faire. On va même prendre des escaliers en moto. Enfin, on a fait des choses assez folles. Et je saisis tout ce que je vois. J'essaie de capter. Avec mon petit téléphone, je ne sais pas encore où je vais dormir. J'ai juste un sac à dos que j'ai posé sur les pelouses de la résidence de l'ambassadeur qui est à moitié effondré. Tout le reste, je suis à côté des pompiers qui font une sorte de campement. Ils vont s'organiser très vite. J'ai pas trop l'habitude de ça. Et je sais en tout cas que mon adresse, ou en tout cas l'endroit où j'ai posé mon sac de couchage et mon sac et mon précieux ordinateur, j'ai tellement peur qu'on me le vole parce que c'est mon outil de travail ainsi qu'une petite coupole de satellite. Parce qu'il faut transmettre ça et c'est un peu plus compliqué que ce qu'on a maintenant. Alors il faut de l'électricité, donc je suis obnubilée par ça. D'abord aller sur place, voir, et puis après il va falloir transmettre. Tout le monde s'apprête à dormir à la belle étoile, simplement moi, faut que je regarde où il y a de l'électricité. Il y a 1 ou 2 prises simplement, et je vous dis pas comment il y a des prises, des multiprises, une série de, je sais pas, il y a 15 multiprises et tout le monde, les radios, les télés, etc., tout le monde évidemment s'arrache ces multiprises. Ma chance, moi, c'est que je peux envoyer mon article jusqu'à 9h du matin le lendemain, ce qui veut dire jusqu'à 3h du matin pour l'écrire. Quand je suis sur place, j'ai l'impression d'avoir sur mes épaules tous mes lecteurs, voilà, ils sont là. Moi, j'ai vu des choses incroyables. Je me dois de les toucher. Je suis leurs yeux, je suis leurs oreilles. Il faut que je trouve les mots. Et j'ai pas la force de la caméra. La télévision, elle peut montrer simplement une image. On aura compris. Même s'il n'y a pas le son, on a compris l'émotion. On a compris le désastre. La radio va faire entendre des cris, comme on vient de l'entendre là, des sons, des cris, des émotions. On entend des voix cassées ou très excitées ou en larmes. Enfin, moi, j'ai pas ça. J'ai l'alphabet. Voilà, j'ai 26 lettres et il faut que je me débrouille avec ça, avec des petits tas de mots qu'il faut que je pose le mieux possible, que j'utilise pas trop d'adjectifs, mais en même temps que je les choisisse bien parce que je veux toucher. Je pourrais pas supporter l'idée que personne n'aille jusqu'au bout de mon article. Donc il faut que mon premier paragraphe soit parfait, le deuxième, le troisième, qu'il y ait une chute et une relance au 4e pour attirer l'attention, pour toucher les gens, pour les faire vibrer et que plus jamais ils soient indifférent à ce sujet. Et heureusement, il y a la lune, j'ai de la chance, en tout cas au départ, il y a pleine lune, j'enjambe les corps parce que j'ai eu donc suffisamment de batterie pour écrire mon article avec mon ordinateur, pour recharger la coupole pour envoyer l'article. Et il faut que ça fasse pip, 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 une fois que j'ai écrit l'article, que je trouve le bon réseau. Simplement, ça dépend des endroits de la résidence, ça dépend du terrain. Donc j'enjambe, j'ai à la fois mon sac à dos, j'ai mon ordinateur sur la main gauche, et puis à droite, j'essaie de capter le signal, pip, 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 pip. Alors quand je fais ça, c'est absolument merveilleux. Il est arrivé que pile à ce moment-là, j'ai plus de batterie, donc il fallait que je retrouve l'endroit, le seul endroit où il y avait une prise secteur branchée sur un groupe électrogène, etc. Et tout ça se fait dans la nuit et dans une espèce de solitude et de fièvre. J'ai le cœur qui bat parce que certes, il est 3h du matin et tout le monde dort autour de moi, dans la nuit, sous les étoiles. Et pendant ce temps-là, je sais qu'à Paris, ils sont très énervés et ils attendent mon article qui n'est pas encore arrivé. Et un article qui n'est pas arrivé, c'est pas qu'on n'a pas eu de chance, c'est qu'on est fautif. Voilà, il faut que l'article soit transmis, il n'y a rien d'autre qui compte. Et donc, à chaque fois, je crois que mon cœur va flancher parce qu'il bat tellement fort. Et voilà, il arrive quand même au dernier moment. Il y a toujours un petit miracle qui fait que, pouf, il est arrivé à temps. Tu vas nous lire un extrait d'un des articles qui a été publié pendant que tu étais voilà, en c'était Haïti. tout le premier. Je venais tout juste de débarquer. Il se trouvait que c'était un dimanche. Et donc ça s'appelle « Que nous reste-t-il d'autre que la foi ? Douter reviendrait à nous effondrer d'un coup. » Voilà, dimanche 17 janvier, jour de messe. C'est jour de messe à Port-au-Prince. Et sur l'immense champ de Mars, la foule des réfugiés ne fait que croître, miséreuse, telle une immense cour des miracles. Des milliers de familles s'y entassent, dépouillées, presque hagardes. La plupart n'ont plus de toit et ne savent pas où prendre le cours de leur vie. Cuisiner, faire la lessive, calmer les gosses, tendre une bâche pour la nuit, prier aussi, comme l'exige Sylvestre de toute sa famille. C'est l'occasion d'une renaissance pour Haïti, mon pays d'amour. Nous devons être meilleurs. Les odeurs de friture, de vaisselle, d'excréments, de transpiration se superposent. Beaucoup portent un masque. Une jeune fille hurle lorsqu'un médecin cubain tente dans un petit dispensaire à ciel ouvert de soigner sa plaie ouverte dans le dos. Et son cri disparaît dans un vacarme de radio, de haut-parleurs, de rumeurs et de cris d'enfants. C'est jour de messe à Port-au-Prince. Et l'équipe du SAMU, menée par le docteur Gérald Eggman,
a déjà pratiqué 6 amputations depuis ce matin. Le parking de l'hôpital de Sacré-Cœur est rempli de blessés et les médecins courent d'un malade à l'autre. Mais l'établissement revit avec 3 salles d'opération, rouvertes depuis 2 jours, et une collaboration étroite avec des praticiens haïtiens. Près de la cathédrale, un aveugle improvise à la guitare d'une voix profonde et triste. Pays cassé, pays fêlé. Mon père mourir, ma mère mourir, pays qui tremble, pays si tendre, si dur et si amer, pays qui saigne. Sans dire un mot, comme pétrifiés, des passants se sont pris la main. Il arrive que les journalistes aillent au bout de leur résistance physique ou psychologique. C'était le cas ? Non, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais effarée par ce que je voyais. J'avais jamais vu de cadavres comme ça dans les rues. Je parle là de la cathédrale, mais en fait, des gens s'étaient précipités vers la sortie de la cathédrale et la porte aussi s'était effondrée, et même les pierres de la porte, si bien que les gens étaient coupés en 2. On voyait le début de leur corps et les mains et les têtes, et le reste, on ne voyait pas, évidemment, c'était coupé par les pierres. Donc, j'ai vu des scènes qui étaient absolument atroces. Et j'avais cette chance, la nuit, j'ai partagé la place, le dernier palmier, donc où était mon sac de couchage, avec une autre journaliste du Figaro Magazine, qui, elle, devait faire un seul article. Moi, j'en devais en faire un par jour, mais pas elle, mais qui était très drôle. On a sympathisé et on a ri, ce qui est inouï à dire, après l'extrait que je viens de lire notamment, mais on s'est détendu, on s'est soutenu, et elle était drôle, et j'adore l'humour aussi, donc ça, on débriefait et on parlait, et on riait. Et on relâchait. Et ça paraît incroyable de dire ça, on pleurait pas, je pouvais le faire dans la journée, je n'étais qu'empathie avec les gens, mais de pouvoir parler à quelqu'un, ce qui n'a pas été le cas lorsque j'étais plus tard à un tremblement de terre à Bam, ou lorsque encore plus tard, il y a 2 ans, j'ai couvert le tremblement de terre en Turquie également, et là j'étais incroyablement seule, il faisait très très froid, et la plupart du temps j'étais embedded avec là aussi l'armée, et je pouvais pas parler. Et là, je crois que j'étais beaucoup plus sombre, et je suis revenue avec un poids que j'ai mis plusieurs jours à évacuer. J'avais presque difficulté à respirer. Je faisais un peu des rêves, etc. Et ce qui n'est pas arrivé en Haïti. En 2010, tu es élue présidente du prix Albert Londres. Tu seras réélue 5 fois. Quel est le rôle de la presse française vis-à-vis de ses confrères internationaux qui n'ont pas toujours autant de liberté d'expression que nous ? C'est vrai. Alors, ça dépend dans quel pays on va, évidemment, quels confrères on rencontre. Les Tunisiens, nous sommes allés en pleine révolution arabe, et là, pour le coup, on était une sorte d'espoir pour eux. Et donc, c'était absolument passionnant dans ces moments de crise de parler avec des confrères, de voir quelles étaient leurs conditions de travail. Il se trouve qu'en 94, j'ai eu l'occasion de faire un tour du monde des grands journaux. Donc j'avais déjà eu l'occasion de voir comment travaillait le New York Times, le Financial Times, alors qui sont là aussi vraiment des modèles de rigueur. On se plaçait bien, nous, en France, en termes de capacité à produire de l'information ? Oui, je crois, malgré tout. Et c'est vrai que je viens d'un journal quand même très particulier, qui n'a eu de cesse depuis sa création que d'exiger d'être totalement indépendant, qu'il l'est resté, et qui met un point d'honneur réellement à mettre des pare-feux et des boucliers entre les actionnaires et les journalistes. Et c'est vrai que Le Monde, de ce point de vue-là, est un peu, malgré tout, un modèle, a beaucoup inspiré d'ailleurs les sociétés de rédacteurs, y compris des confrères à l'étranger. Est-ce qu'on peut parler effectivement de la séparation des pouvoirs qui s'est organisée au monde ? Est-ce qu'on Oui. peut le développer ? Oui, ça a vraiment toujours été un combat de la rédaction. C'était une obsession du fondateur, Hubert Boeuf-Méry. Dès 51, il y a eu une sorte de crise au monde et on a créé la première société des rédacteurs. C'est-à-dire que tout d'un coup, les journalistes devenaient les premiers actionnaires du journal. Et quand moi je suis arrivée, donc toute jeune, j'étais tellement contente et fière de ce journal. Je l'expliquais dans les écoles, etc., en disant « c'est nous qui sommes les actionnaires, vous vous rendez compte, je ne travaille pas pour un patron qui essaie de s'enrichir. Dès qu'on fait un peu de bénéfice, il est réemployé immédiatement dans la rédaction pour nous donner plus de moyens. » Bon, petit à petit, on a fini par perdre un peu de cette indépendance capitalistique en tout cas, et il y a eu des actionnaires, même s'il y a eu une société des lecteurs, société des rédacteurs, société des employés, etc. Mais on a fini par avoir quand même, Le Monde a été à vendre. Et en 2010, nous avons eu 3 gros actionnaires qui sont venus, qui ont noué une sorte de pacte, et qui s'appelaient Pierre Berger, bien sûr, Xavier Niel et Mathieu Pigasse. Ils sont devenus actionnaires majoritaires. Ça faisait une société qui s'appelait Le Monde Libre,
quand même, on a tenu à ce mot, et ils avaient 60%. Et nous avions les autres à peu près 40%, les rédacteurs, les employés, les lecteurs, et puis d'ailleurs aussi les familles des fondateurs. On avait la minorité de blocage. Et puis en 2019, on a obtenu un droit d'agrément, c'est-à-dire qu'il ne pouvait rien se passer parmi les actionnaires qui ne nous agrée. Ça, c'est en 2019. Et en 2024, alors c'était pour le 80e anniversaire du journal, et ça tombait bien, parce que là, pour le coup, on a sanctuarisé d'une certaine façon ce qu'on appelle un fonds de dotation. C'est-à-dire que l'actionnaire principal, qui est Xavier Niel, a cédé la quasi-totalité de ses parts, il en a gardé une presque symbolique, à un fonds de dotation qui s'appelle le Fonds pour l'indépendance de la presse, et toutes les actions de ce fonds sont statutairement accessibles. Et quand je dis Le Monde, c'est aussi Télérama, c'est aussi Courrier International et c'est aussi La Vie. Donc c'est un groupe Le Monde qui est vraiment, je crois, qui est très copié, enfin en tout cas très envié, et qui est une matière d'inspiration pour beaucoup de nos confrères, y compris maintenant des Américains, qui regardent ce système avec une envie extraordinaire, parce qu'il se passe du côté de l'Amérique trumpiste des choses assez terrifiantes dans la presse. Notre question média. De nouveaux médias fleurissent sur les réseaux. Le public est au rendez-vous. Je te propose d'écouter cette archive de France Inter en date du 27 juin 2024. Les utilisateurs sont nombreux à suivre des comptes de médias d'information sur TikTok. Ouais, le compte du Monde vient de franchir le cap du 1 million de followers. C'est 1 200 000 pour celui du Parisien, 2,5 millions pour Combini, 1,5 million pour BFM TV. Mais la star de l'info français sur TikTok, c'est Hugo Travers et ses 6 300 000 abonnés. Avec son label Hugo Décrypte, le jeune journaliste s'est taillé une solide réputation sur les médias sociaux. De nouveaux médias qui existent, de nouveaux médias lancés par des gens qui ne sont pas encore journalistes. Comment réagis-tu à ce phénomène qui se développe ? Ça m'intéresse forcément, je devrais davantage les regarder d'ailleurs, mais juste les journées ne font que 24 heures et ça prend du temps de lire un peu la presse internationale, de lire maintenant les newsletters. Je suis beaucoup allée aux États-Unis cette année. Et je me rends compte que les choses intéressantes se passent vraiment sur des newsletters et sur Substack, par exemple. Je suis effectivement sans ça plus circonspecte et très soucieuse de ce que je vois parfois sur TikTok, et puis du rôle des influenceurs, des fausses rumeurs, des informations qui sont absolument pas vérifiées. Je note des sites complotistes ou plein de fake news qui me terrifient. Je pense que c'est ça le vrai enjeu maintenant. On a du mal à savoir contre qui on doit lutter, mais c'est souvent contre les pseudo-vérités qui n'en sont pas. L'idée qu'il y ait une vérité alternative, rien que cette expression est absolument terrifiante. Il y a une vérité où il n'y a pas une réalité. Enfin, une vérité où il n'y a pas une vérité, mais enfin, il y a une réalité quand même. L'ennemi est à l'intérieur, d'une certaine façon. C'est ça qui est terrible. L'ennemi est à l'intérieur. L'ennemi est parmi même les médias. Et donc, ça va être encore beaucoup plus difficile de faire ce métier et encore plus nécessaire de traquer la fausse information et de se battre parce qu'il y a des faits. Un fait reste un fait, la réalité c'est la réalité, et il va falloir des formations. Je pense qu'il faut expliquer notre métier, il faut l'expliquer aux gens, et je pense que ça doit être des cours indispensables dans les écoles, apprendre à lire les médias, à détecter le vrai du faux, mais c'est très compliqué et pourtant c'est le vrai enjeu de notre génération. Et le vrai enjeu de ce podcast, le prix du journalisme, c'est justement d'expliquer ce qu'est un travail de journaliste. Aujourd'hui, on observe aux États-Unis que le lien de confiance se fait davantage entre le lecteur et le journaliste directement, et non pas le média. Est-ce que ça veut dire que les journalistes deviennent des marques ? Parfois, et je pense qu'il ne le faudrait pas quand même. Il y a déjà une tendance quelquefois au narcissisme dans ce métier, et qui est terrible, enfin qui est vraiment préjudiciable. C'est inévitable sans doute. La médiatisation fait que au bout d'un moment, il y a une sorte de notoriété, un capital sympathie ou je ne sais quoi, mais je pense qu'il est dangereux, qu'on est tout petit derrière notre média. Enfin, faut pas exagérer non plus, il ne doit pas être écrasant, et forcément au bout de quelques années, etc., on se fait un peu un nom, mais malgré tout, nous sommes... Le média lui-même veut bien dire quelque chose, enfin, donc on doit s'effacer derrière l'information et ce qu'on porte. C'est un vrai piège, je crois. Quelques questions rapides pour terminer. Un son qui évoque pour toi le journalisme, un son, un bruit, un moment, mais audio.
Oui, je pourrais dire que c'était les premières vibrations de la presse dans les sous-sols du Monde lorsque j'ai commencé. Et là, c'était quelque chose... Tout l'immeuble tremblait. Un objet ? C'est forcément... Maintenant, c'est mon ordinateur. C'était ma petite machine à écrire, évidemment. Un vêtement ? C'est un pantalon avec lequel j'arpentais les différents terrains, mais qui comporte une grande poche sur le côté. J'ai un pantalon favori comme ça qui me permettait de mettre mon carnet à spirale. Le prix Albert Londres a-t-il eu un effet sur ta vie professionnelle ? Peut-être qu'il m'a rassurée. Tout d'un coup, ça me semblait tellement énorme. Alors, l'effet que ça a eu, tu sais, Florence, c'est très différent de ce que c'est maintenant. C'est-à-dire qu'on a appelé au tout dernier moment. Je savais même pas le jour de la délibération, j'avais aucune idée. J'ai dû recevoir le coup de téléphone du prix Albert Londres vers 10h. Je ne m'étais pas couchée, donc ça fait plus de 24 heures que j'avais pas dormi. J'ai pris mon scooter, j'ai mis une petite veste blanche que je croyais un peu élégante, mais j'avais certainement des cernes sous les yeux. Je suis allée prendre mon prix qu'on m'a remis. Il y a un petit discours. On a tous déjeuné à la Closerie des Lilas. J'étais terriblement intimidée parce que c'était Henri Amouroux qui était absolument charmant, onctueux et quand même très cérémonieux. Et puis il y avait l'Artegui, Yves Courrière. Enfin, il y avait des gens avec des noms extraordinaires qui m'impressionnaient. Et les copains ? J'ai dit à 2-3 potes, j'ai eu le prix. Oh, c'est super, m'a-t-on dit. Mais moi, j'avais mon article à finir pour l'après-midi. Le lendemain, c'est vrai que ça a été annoncé quand même dans le Monde. Mon patron m'a dit, chapeau, Annick, c'est vachement bien. Et puis, j'ai osé le dire à personne. Donc, il y a quand même des gens, plein de petits mots me sont arrivés, mais j'osais pas le dire. J'osais pas le dire dans la rédaction. Les gens m'en parlaient pas trop. Et quand j'ai fait une fête, parce que je me dis quand même, c'est trop réjouissant. Donc, j'ai invité tout le journal. Mais j'ai pas dit pourquoi. Et donc, les gens sont venus. Je faisais des crêpes, parce que quand même, je suis une Bretonne. Il y avait du cidre et des crêpes. Tout le monde est venu traquer à mon anniversaire, qui était 3 mois plus tard. Donc, je disais, mais non, c'est pas mon anniv. Ah bon? Les gens venaient m'embrasser, bonne anniv. Et j'osais pas dire, j'ai eu le prix Albert Londres. Y a-t-il un prix au journalisme et lequel ? Un coup ? Oui, bien sûr. C'est toute la vie. Donc ça mord surtout, vie privée, vie publique, vie journalistique. Pour moi, ça a été un engagement. Donc je suis rentrée en journalisme pas comme on rentre sous les ordres, parce que c'est nettement plus rigolo et plus plein de fantaisie et de rencontres. Mais j'ai eu l'impression d'un engagement et qu'il primait quasiment sur tout. Donc évidemment, ça complique la vie privée. Bien sûr, ça prend tellement de temps, ça fait supprimer des vacances, les annuler au dernier moment, ça fait supprimer un rendez-vous qu'on a pour aller au cinéma, au théâtre, etc. Non, j'ai pas fini mon article. Ah non, j'ai une urgence. Non, je viens d'entendre ça sur France Info, faut que je parte. Il faut que je prenne un avion. Ça rend les choses plus compliquées. Donc, il faut avoir des partenaires de vie compréhensifs. Et s'ils le sont pas, tant pis. Si c'était à refaire, je ferais exactement la même chose. Vraiment. Ce serait le même engagement. Il m'a apporté tellement de choses. J'ai l'impression d'avoir plusieurs couches de peau et que j'ai l'impression de me mettre pas du tout endurcie. Au contraire, d'être encore plus proche des gens, je crois. Et j'ai pas envie d'arrêter. Merci Annick Augean pour ce moment passé avec nous. Merci pour ce moment de partage. Merci Florence. Merci. Merci à celles et ceux qui ont accompagné ce podcast. Un salut amical à tous les Albert Londres, à nos jurés qui font un travail immense pour révéler chaque année de nouveaux talents et un grand merci à la SCAM pour son soutien. Le prix du journalisme, récit de femmes reporters. Un podcast de Florence Daucher, produit par Visible Média et Lina. Montage et mixage Laurent Thomas, prise de son Axel Poulet, musique originale Mathias Reyes-Detmer, documentaliste Tina, Pascal Aubaret, Séverine Duchamp, production Florence Daucher, Joséphine Schroeder, Emmanuel Goubert, Laetitia Fourmont, Claire Mainfroy, Anaëlle Mekies. Le prix du journalisme, récit de femmes reporters, est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur podcast.ina.fr.